Alors, chers amis traders, bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. Mon nom est donc François Ablé, je suis le responsable de la structure éducative et informative du GSTA, qui est le Global Structured Academy, que vous retrouvez la plupart du temps sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, YouTube et aussi également Twitter, Twitter et TradingView, dont je partage des idées, des scénarios de marché, des articles également. Et vous pouvez me retrouver avec le pseudo Frank Belfort, d'accord? Alors, ce soir, je tenais à donc donner mon point de vue rapide sur les possibles impacts de l'accord entre le Canada et la zone euro, d'accord, qui est donc le CETA, pour ceux qui ne savent pas, qui est le Comprehensive Economic Trade Agreement, c'est-à-dire c'est les accords globaux, commercial et économique entre le Canada et les pays de la zone euro. Donc c'est un accord qui comprend 28 membres et qui a été signé, je crois, le 30 octobre 2016 dernier. Dans la même lignée que l'accord entre, ils appellent ça le Transatlantic and Pacific Global Trade Agreement. Donc c'est un accord également que le Canada a signé entre les pays de l'Asie qui comprennent bien sûr la Chine et d'autres pays également asiatiques, je pense, mais il n'y a pas le Japon là-dedans, et également quelques pays sud-américains comme le Chili, d'accord, le Venezuela aussi là-dedans, et puis des pays du Pacifique, c'est-à-dire l'Australie, la Nouvelle-Zélande et ainsi de suite, vous comprenez. Il y a aussi le Singapour et puis la Malaisie pour l'Asie, d'accord. Donc, le Canada a commencé une offensive commerciale pour en fait contourner un peu, on va dire, on peut appeler ça comme ça, le dictat américain, parce que vous savez que l'accord avant, qui était l'ALENA, qui est devenu USMCA, d'accord, quasiment, bon, c'est mon opinion, hein, ce n'est pas l'opinion de tout le monde, mais c'est mon opinion. Il peut être subjectif, mais je trouve que cet accord-là est une catastrophe. Et également le CETA, si vous avez la chance de jeter un coup d'œil sur le site de l'OMC ou bien le WTO, donc World Trade Organization, il y a une ébauche de possibles accords de CETA qui, s'il rentre en vigueur, s'il est ratifié, vous allez voir, c'est un accord qui est bon. Voilà, il vaut ce qu'il vaut, parce que le Canada a beaucoup de sanctions au niveau des normes environnementales, des normes écologiques aussi, et puis aussi au niveau commercial, ne veut plus subir le dictat américain, donc il se précipite pour signer des accords à tout bout de champ, d'accord? Et bien sûr, c'est avantageux pour certains pays, d'accord, de aussi chercher à contourner les États-Unis, qui restent avant tout un partenaire historique et un partenaire de premier choix du Canada. Donc, moi, je dis souvent, le Canada, c'est un peu comme le petit frère des Américains, parce que voilà, ils suivent à la lettre tout ce qui vient des États-Unis. Les Américains ont quasiment 30% de l'assiette commerciale du bois au Canada. Au niveau du lait, on n'en parle même pas. C'est peut-être quelque chose encore aussi de 30%. Tout ce qui est bovin, volaille et tout ça, bon. En tout cas, toute la production canadienne est destinée majoritairement au Canada et après aux autres pays. Donc, le fait d'avoir des différents partenaires commerciaux comme ça, c'est bien, ça élargit l'assiette commerciale. Donc, mais au niveau on va dire des process de production, des normes et tout ça, c'est vraiment un désastre, d'accord? Bon, je ne vais pas m'attarder sur les points politiques ou bien on va dire écologiques ou environnementaux. Je vais plutôt me concentrer sur quels seront les possibles impacts, d'accord, les conséquences potentielles sur la paire Eurocad, parce que ça concerne ces deux paires. Alors, on va regarder essentiellement les graphiques de long terme, parce que les graphiques de long terme sont plus intéressants, plus représentatifs et plus crédibles pour pouvoir en fait envisager les possibles mouvements de l'Eurocad à venir. D'abord, au niveau de l'euro, on va prendre l'euro d'abord en solo, ensuite le dollar canadien, et on va revenir sur la paire Eurocad, d'accord? Bon, au niveau de l'euro, vous le savez, au niveau de l'euro, il y a trois informations qui nous intéressent. La première information, c'est bien sûr
Vous le savez tous maintenant, l'entrée en vigueur de la mandature de Mme Christine Lagarde, qui est prévue pour début novembre 2019, d'accord? Et comme je vous ai déjà dit, personnellement, je ne crois pas à ce que Mme Lagarde va changer, on va dire, la politique qui est en cours de Mario Draghi. Parce que, bon, Mme Lagarde, d'abord, n'est pas monétariste. C'est une ancienne banquière, c'est une ancienne avocate et maintenant reconvertie en banquière d'affaires. Elle connaît le monde financier, oui, parce qu'elle a travaillé comme ministre des Finances sous M. Sarkozy de 2007 à 2011. Elle a aussi, comme vous le savez, travaillé au Fonds monétaire international comme directrice générale. Donc c'était la patronne du Fonds monétaire. Et sur les questions monétaires, elle ne s'est jamais prononcée. D'accord? Elle se prononçait toujours sur les questions de croissance, de développement et ainsi de suite. Bon, on ne va pas revenir là-dessus. Je ne crois pas qu'elle va changer quelque chose dans, on va dire, la politique monétaire européenne, tout simplement parce que quand on regarde les agrégats économiques allemands, ils sont quasiment mitigés, d'accord? L'indice ZU, qui est l'indice du sentiment de l'économie allemande, est en recul. L'indice IFO, qui est l'indice, on va dire, de l'indice commercial, l'indice économique de tous les grands du patronat allemand, est aussi sensible, d'accord? Donc, également aussi l'inflation dans la zone euro est quasiment stable au point mort, n'a pratiquement pas bougé d'un iota depuis maintenant 4 mois. Ils ont même fait ce que vous savez, ce qu'on appelle le TLTRO, d'accord? Qui est le Targeted Long-Term Rate Financing Operation. Donc, c'était comme un genre de QE destiné pour les entreprises afin de pouvoir restimuler les attentes inflationnistes en injectant des milliards. Ils ont fait le TLTRO 1, 2, 3, 4. Il n'y a pas eu de résultat escompté. Donc, et puis, il y a aussi ce spectre de ralentissement global économique qui entoure la zone euro. D'accord? Quand on parle de la zone euro, il faut savoir que ça concerne vraiment 3 grands pays européens, c'est-à-dire la France, d'accord, qui a eu récemment son le taux d'emprunt souverain, obligataire qui est passé en dessous de 0, donc négatif. C'est-à-dire vous déposez de l'argent et quand vous partez récupérer, vous récupérez moins que ce que vous avez déposé. C'est ce que ça veut dire. Et après, vous avez donc... donc ça va affecter bien sûr tout ce qui est portefeuille basé sur les produits d'assurance et tout ça. Bon, je vais mettre ça de côté. L'Italie, d'accord, qui est aussi en demi-teinte, d'accord, l'économie italienne. Et puis vous avez aussi l'Allemagne. Donc ce sont les trois pays, les 3 piliers de la zone euro. Vous comprenez? Donc d'un point de vue monétaire et d'un point de vue commercial, la zone euro a intérêt, bien sûr, à maintenir l'euro bas parce que si la zone euro veut transactionner en griffe avec le Canada, elle a intérêt à avoir un euro faible, donc plus compétitif, afin de couler massivement ses produits, de sorte à faire que de façon structurelle, donc sur le court terme, elle va vendre beaucoup plus. Et puis, quand on va arriver sur le long terme ou le moyen terme, elles pourront bien sûr, avec l'argent qu'elles auront, se départir des autres monnaies pour racheter massivement, d'accord, leur euro et puis commencer maintenant à s'attaquer au service de leur dette, d'accord, la dette gouvernementale, qui comprend bien sûr une grande partie qui est causée par l'Italie, d'ailleurs qui ne veut pas reconnaître à travers le gouvernement de Luigi Di Maio et ainsi de suite, qui veulent bien sûr en finir avec cette question d'euro, parce qu'ils sont eurosceptiques. Ils disent que la dette qu'ils ont, la dette qui est en fait pondérée dans chaque budget de la zone euro, ils ne se sentent pas concernés parce qu'il s'est été vraiment créé uniquement par les pays les plus puissants, entre autres la France et l'Allemagne, d'accord? Donc, le fait d'avoir un euro faible est intéressant d'un point de vue monétaire à cause de la situation globale économique et au niveau commercial pour pouvoir échanger, d'accord, avec le Canada si l'accord est ratifié. Même son de cloche au niveau du dollar canadien, donc la valeur du dollar canadien qui est aussi qui est légèrement au-dessus de sa moyenne mobile
de 250 périodes, tout comme l'euro, d'accord? Comme vous le savez, moi, je cherche, bien sûr, je suis pessimiste sur l'euro pour le long terme, donc pour le moyen et long terme, parce que compte tenu de ce scénario-là que j'envisage, il me semble logique d'avoir un euro faible et donc de chercher à racheter l'euro dans tout des 1,07, 1,06, même pourquoi pas plus bas, même 1,05, d'accord? Vous connaissez ma position là-dessus, je l'ai déjà communiqué à plusieurs fois. Au niveau du dollar canadien également, on est légèrement au-dessus de la moyenne mobile des 250 périodes. N'oubliez pas, c'est une moyenne mobile, elle n'est pas anodine, c'est une moyenne mobile pondérée, d'accord? Donc, weighted moving average, donc c'est-à-dire que tous les grands mouvements de volatilité, à savoir les pics et les creux, donc les mouvements, les distorsions, sont captés dans le calcul de cette moyenne mobile, d'accord? Donc, elle est très, très importante, à savoir quand on a, bien sûr, on est dans des phases d'accélération. Et comme vous le savez, depuis 6 mois, à cause du pétrole, le dollar canadien a eu une bonne impression sur les marchés. Il était très recherché, d'accord? Le dollar canadien a été sollicité parce que le pétrole était en progression. Alors, au niveau des échanges, bon, quand on parle d'accord libre-échange, ça concerne bien sûr tous les produits, hein, c'est l'assiette commerciale. Et le Canada a intérêt, bien sûr, à avoir un dollar canadien compétitif lui aussi, parce que il ne veut pas d'un pétrole trop faible, d'accord? Parce que c'est corrélé, positivement corrélé, mais le pétrole et le dollar américain sont inversement corrélés. Donc, quand le pétrole augmente, le dollar canadien augmente, la valeur augmente, parce que c'est une économie qui est basée sur les ressources énergétiques, notamment le gaz naturel et le pétrole. D'ailleurs, ils ne sont pas les seuls, il y a aussi la Norvège, la Russie, et ainsi de suite. Donc, quand on va avoir un dollar canadien légèrement plus fort, d'accord, ça va un peu pénaliser, on va dire, le Canada au niveau de ces échanges entre lui et puis l'Europe. Parce que si la valeur de l'euro est faible et que la valeur du dollar canadien est forte, ça va coûter beaucoup d'argent aux Européens d'acheter les produits canadiens, mais ça sera comme des clopinettes pour les Canadiens d'exporter de l'euro, d'accord? Donc, il n'y aura pas le même rapport, on va dire rapport commercial au niveau des échanges. Sauf que si dans les mêmes proportions, l'euro baisse, également le dollar canadien baisse, l'euro CAD sera soutenu à la hausse. Parce que n'oubliez pas, c'est une fraction, d'accord? Une paire de devises est une fraction par définition, de façon mathématique. Parce que si la valeur du numérateur, qui est le dollar canadien, est en déclin, et également le numérateur, qui est l'euro, aussi en déclin, donc c'est comme négatif sur négatif, ça fait positif, donc ça peut pousser l'euro CAD à la hausse. On a déjà vu ce cas-là souvent sur l'USD CAD, d'accord? Donc, regardez, depuis 6 mois, comme je vous ai dit, le dollar canadien est en hausse à cause du pétrole, d'accord? Ce qui est logique. Donc, forcément, l'euro CAD, qui était, on va dire l'euro qui est ici, qui est plus ou moins stable, a vu certainement l'euro CAD partir à la baisse, d'accord? On va voir ici. Donc, EuroCAD, voilà. Vous voyez que l'EuroCAD était bien sûr à la baisse. Vous voyez, parce que c'est le dollar canadien qui se renforce. Donc, pour avoir un tel rapport de force, il faut que ça soit équilibré. Au niveau commercial, le dollar canadien a intérêt, bien sûr, à avoir un dollar, sa monnaie faible, justement, pour exporter autant que l'euro. Donc, ça serait, bien sûr, dans un partenariat win-win, comme on dit, en griffe. Et dans ce cas précis, si l'accord est ratifié, le Canada aura intérêt à exporter ces produits qui sont souvent des produits, parce que c'est un producteur d'OGM, d'accord? Et puis de plusieurs autres produits qu'en Europe, ils n'en ont pas. Donc, il va exporter beaucoup. Donc, la valeur du dollar canadien risque d'être soutenue, en tout cas à très court terme. Au niveau de l'euro, de la zone euro aussi, on aura bien sûr des grandes compagnies comme par exemple les compagnies de tabac et ainsi de suite qui ont intérêt à venir à se délocaliser pour venir en Europe pour pouvoir produire, d'accord? Surtout avec, bien sûr, au niveau des accords, on a certains tribunaux administratifs qui sont capables de faire des procès à certains États, d'accord? Dans la mesure où ils avaient déjà prévu
une certaine tranche de profit. Et si on va dire, si ces profits-là sont menacés par certaines normes environnementales ou écologiques de la part du pays dans lequel ils veulent produire, cela risque donc de porter atteinte à leurs profits. Donc, ils peuvent intenter des poursuites de sorte à ce que ces pays-là, qui ont ces normes trop strictes, trop rigides, payent la différence qu'ils auraient dû gagner, le manque à gagner, d'accord? Ils l'ont déjà fait pour la Nouvelle-Zélande, ils l'ont déjà fait pour l'Allemagne, qui a payé 1 milliard à des cigarettiers, à des pays, à des producteurs de tabac. Donc, ils sont en pleine possession de leurs moyens, ils sont en puissance, d'accord? Donc, à ce niveau-là, au niveau de l'Europe, un euro bas, un euro très faible est intéressant pour les compagnies européennes, et un dollar canadien faible ou plus ou moins stable est aussi intéressant pour le dollar canadien. Donc, dans cette mesure-là, dans ce type de scénario, on peut avoir donc un rebond, d'accord, de la paire euro-CAD ici, d'accord? Et donc, ça coïncidera à ce canal descendant, d'accord? Vous savez que les figures techniques, quand on parle de couloir, de canal descendant, tant qu'on ne sort pas du couloir, on est baissier, oui. Et quand on sort du canal, c'est par le haut, d'accord? La cible technique, d'accord, de court et de moyen terme pourrait être ici, d'accord, aux alentours des 1,55 à peu près, d'accord, 1,55, voire même, pourquoi pas, 1,60. 1,60, ça serait beaucoup trop haut, d'accord, ça serait vraiment le top du top, ça sera le dernier top précédent avant donc la consolidation dans le canal. Mais on peut envisager, donc avec un rebond ici, on peut envisager d'aller chercher une cible qui sera à 1,55 à peu près, vous comprenez? Donc ça sera uniquement dans le partenariat, on va dire, s'il est ratifié et que les acteurs du marché considèrent que c'est un partenariat gagnant-gagnant entre le Canada et l'Europe, comprenez? D'autant plus qu'à long terme, parce que là on parle de ce canal ici de très court terme, c'est un momentum de très court terme. Mais à moyen terme, moyen et long terme, vous voyez que nous sommes ici dans un biseau de latéralisation. Certes, le mouvement est ascendant, d'accord, de façon générale, mais on est en train de latéraliser, d'accord? Donc, on peut avoir une stabilisation ici à ce niveau, ou pourquoi pas aller faire un plus haut ici, vers les 1,60, et puis se remettre à rebaisser, parce que ce type de figure, vous le savez également, un tel biseau a plus de chances de sortie par le bas que par le haut. Cependant, avant de sortir par le bas, on doit d'abord faire un plus haut, d'accord? Donc, pour faire un plus haut, on doit aller chercher des sommets ici, qui sont aux alentours des 1,60, 1,57 et ainsi de suite. D'accord? Donc, est-ce que les cours de l'euro-CAD ont, on va dire, implémenté ce scénario, du possible partenariat entre le Canada et les pays européens? On ne sait pas encore. Toujours est-il que si vous suivez l'analyse technique de long terme, vous aurez quasiment presque toujours raison, d'accord? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il faut le comparer par rapport toujours à un panier de devises, d'accord? C'est-à-dire de regarder quelle est la pondération, le niveau de pondération de l'euro par rapport au dollar canadien et vice-versa. De prime abord, je sais déjà de mémoire que le dollar canadien n'a pas une très grande pondération au niveau de l'euro, d'accord? Mais puisque ces deux paires qui sont, on va dire, intimement liées par le pétrole, cela veut dire parce que le pétrole, l'Europe et la Grande-Bretagne, donc le Brent, le pétrole européen, est aussi lié, corrélé avec le pétrole nord-américain, qui est le pétrole WTI, qui est le Western Texas Intermediate, ou bien le crude oil, donc le pétrole de schiste, d'accord? Donc, dans la mesure où ces deux-là sont liés par le pétrole, si le pétrole se renforce, d'accord, ça peut, c'est un peu, comment je peux dire, c'est un peu contre-intuitif, parce que c'est comme si le pétrole, le fait que le pétrole se renforce alimente, d'accord, une sorte de reprise économique. Or, ça peut être dû justement par certaines décisions au niveau de l'OPEP. Donc, ça peut amener l'euro-CAD à progresser également à la hausse. Parce que, comme je vous ai dit, l'euro est aussi influencé par le pétrole, mais en même temps, le dollar canadien est influencé par le pétrole. Sauf que la pondération du dollar canadien n'est pas si importante dans l'euro. Donc,
pour finir, par conclusion, un pétrole fort va faire monter, bien sûr, l'euro-CAD. Vous comprenez? Par contre, si le dollar canadien est uniquement sujet à une valorisation de sa monnaie, c'est là, en ce moment-là, que l'euro-CAD va se mettre à baisser, comme on l'a vu ici, où le dollar canadien était de plus en plus recherché par le marché, et puis l'euro était plus ou moins stable, voire négatif, d'accord? Donc, c'est un peu ça mon scénario sur le très court terme, donc le court terme et le moyen terme, d'accord? Parce qu'à long terme, on voit très bien que il faut faire un plus haut ici avant de vendre. Donc, tous ceux qui cherchent, on va dire, à vendre, tous ceux qui ont, par exemple, les Européens qui sont au Canada, il serait plus avantageux pour eux, pour l'instant, de conserver leur euro parce qu'on a des risques de rebond ici à ce niveau. Par contre, si on casse ce biseau, là, ça serait par exemple peut-être un signal de pouvoir échanger sa monnaie, de se départir parce que ça va enrager certainement les compagnies au niveau de l'exportation, au niveau des échanges, mais à long terme, elles vont se remettre à repayer plus bas parce que ça va valoir moins cher, vous comprenez? Donc c'est toujours un rapport comme ça, un rapport de valeur de devises et de panier de devises en termes de pondération. Alors merci, voilà ce que j'avais à vous dire là-dessus. Donc mon scénario sur l'euro-CAD, pour l'euro-CAD, je m'attends bien sûr à un rebond, d'accord? Rebond de très court terme. Mais individuellement sur l'euro, je suis baissier sur l'euro, comme je l'ai dit. Et le dollar canadien, ça va dépendre bien sûr de l'évolution du pétrole parce que le dollar canadien est très fortement corrélé par rapport au pétrole. Et tant que le pétrole se situe entre le seuil mondial, bon, on dit souvent abusivement seuil mondial, mais c'est le seuil, on va dire, qui arrange les pays producteurs pétroliers canadiens et américains, c'est-à-dire d'avoir un pétrole aux alentours de 50 à environ 65 $ le baril, pouvoir écouler leur stock pour pouvoir exporter leur pétrole en Europe et dans d'autres pays. Sinon, si le pétrole se renforce, bien sûr, ça renforce le dollar canadien. Et si dans le même temps, l'euro reste stable, ça va faire baisser donc la valeur de l'euro-CAD. D'accord? Mais si dans le même temps, le pétrole se renforce et l'euro également est recherché, ben, l'euro-CAD va monter plus fortement parce que le dollar canadien n'a pas, la pondération du dollar canadien dans l'euro est, on va dire, est très minime. D'accord? Donc, le leader entre ces deux paires, entre l'euro et le dollar canadien, c'est bien sûr l'euro, vous comprenez? Donc, avoir un pétrole stable, plus ou moins stable aux alentours de sa moyenne, est bénéfique pour le dollar canadien, d'autant plus que avoir également l'euro, un euro faible, dans le cadre des accords commerciaux qui arrivent, va avantager bien sûr les pays européens, d'accord? Donc, merci d'avoir suivi cette petite analyse fondamentale et technique. Si vous avez bien sûr aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce like, parce que un pouce pour liker, pour supporter la chaîne et nos idées, parce que ça permet donc de pouvoir de voir que vous aimez ce genre de contenu. Et donc, nous permettons de travailler là-dessus. Vous supportez la chaîne, vous supportez le contenu qualitatif qu'on met à votre disposition. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à le faire savoir. Si vous n'avez pas aimé ou si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à le faire savoir, à expliquer les raisons pourquoi. Vos idées sont toujours les bienvenues et on s'en inspire justement pour comprendre votre point et puis aussi pour bonifier plus nos recherches sur ces points de marché là, d'accord? Dans l'autre cas, partagez massivement parce que ça contribue justement à diffuser, à vulgariser donc les analyses pour les néophytes. Et on se retrouve donc plus tard dans de prochaines émissions et dans de prochaines analyses. Merci encore, c'était François Abbé du GESLA Canada. Portez-vous bien et puis à plus tard. Au revoir.